Bonjour à tous. Bienvenue dans Zenius. Que se passe-t-il lorsqu'une centrale nucléaire est frappée par un tremblement de terre et un tsunami? Nous connaissons la réponse depuis l'accident de Fukushima. 3 ans après, le niveau de contamination de la région reste toujours très important. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer des chercheurs français qui ont pu aller dans cette zone contaminée pour mesurer la radioactivité, en utilisant notamment des quads comme celui-ci, équipés de toute une batterie d'instruments. Une mission dirigée par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est là où nous sommes en ce moment. Comment se déroulent ces mesures et quels sont leurs résultats? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de la catastrophe de Fukushima et des leçons que l'on peut en tirer pour l'avenir. Une chose est sûre, le travail des chercheurs n'était vraiment pas facile quand on connaît la situation actuelle autour de Fukushima. Trois ans après l'accident de la centrale de Fukushima, l'école primaire de la petite ville de Yamakiya reste déserte. Pas un enfant à l'horizon. Une fois par semaine, des bénévoles du service de protection font des mesures avec un compteur Geiger. Yamakiya est à 42 km de la centrale. Suite aux fortes pluies qui sont tombées après l'accident, le sol est plus contaminé que dans les autres communes situées à la même distance des réacteurs. Plus personne n'y vit. Seules de brèves visites sont autorisées une fois par mois. Futaba, à 4 km de la centrale, est encore plus gravement touché. Le tremblement de terre a fait de gros dégâts et la contamination radioactive est si importante que les habitants ne pourront certainement jamais revenir. Né à Futaba, cet homme a filmé les dernières heures qu'il a passées dans sa ville et sa maison natale avant d'être évacué. Là, on les voit en train de mesurer le taux de radioactivité avec un compteur Geiger. Le compteur est monté à 5000. C'est énorme. Le taux de radioactivité de nos affaires était tellement élevé qu'on ne pouvait pas les emporter. Certains disent que jusqu'à 100 millisieverts par an, il n'y a pas de danger. Mais selon d'autres, une dose de 1 millisievert par an est déjà très dangereuse. En considérant que le chiffre le plus élevé soit exact, 100 millisieverts, dans ma maison de Futaba, avec 7 microsieverts par jour, je dépasserai la dose au bout de seulement 2 mois. C'est donc très dangereux. Il n'y a pas de doute. Comme environ 300 autres personnes, Takahisa Ogawa vit aujourd'hui dans ce village de réfugiés, à une centaine de kilomètres de chez eux. Il a dû abandonner son métier d'apiculteur. Et sa ville, située dans la zone interdite, est condamnée pour des dizaines d'années. Je ne pensais pas que la radioactivité allait durer si longtemps. Quand je suis arrivé ici, je croyais que c'était pour 6 mois au plus. Ça me paraissait supportable. Dans les zones moins contaminées, 1200 hommes s'emploient à enlever les 5 premiers centimètres de terre et à les emballer dans des bâches en plastique pour les transporter dans un centre de stockage provisoire. La ville d'Ogawa fait partie des lieux d'entreposage. Et la terre n'est pas le seul problème. Mayumi Nizeki est venue rendre visite à Mii, sa belle-mère, dans une ferme de Godomakita. Les habitants peuvent continuer à vivre sur place, mais la nappe phréatique est contaminée. Il faut aller chercher l'eau à des kilomètres. Tout appelle à la vigilance, même la cérémonie du thé. Depuis 2012, des bénévoles sont venus faire des mesures pour un contrôle de routine. Le taux de radioactivité était 8 fois supérieur à la valeur limite. Et depuis, rien n'a changé. Il ne faut pas boire l'eau du robinet. Est-ce que c'était dangereux ou pas de boire de l'eau du robinet? On en a bu sans connaître les risques. On nous a laissés sans information pendant très longtemps.
La catastrophe nucléaire a aussi ruiné l'activité professionnelle de cette famille de maraîchers. Tout ce qui pousse est impropre à la consommation. Mii a choisi de rester, mais sa belle-fille a quitté la ferme. Quand on a appris que nos légumes pouvaient être dangereux, plus personne n'a voulu en acheter. Ils dépassaient souvent la dose limite. On ne peut pas continuer à cultiver les légumes seulement pour notre propre consommation. Si plus personne ne veut les acheter, ça ne sert à rien de les cultiver et le rêve de la vie à la campagne s'effondre. Il n'y a plus d'espoir. Le danger reste omniprésent. Ces ouvriers en tenue de protection décontaminent une route où les voitures sont rares. Elle mène à la centrale. Un barrage de sécurité. Il marque le début de la zone interdite. Mais la région est dangereuse depuis déjà des kilomètres. Aucune barrière de protection ne peut retenir la radioactivité qui s'échappe de la centrale. Les fuites ne sont toujours pas maîtrisées. De l'eau contaminée s'écoule. Une personne qui s'approcherait du site sans tenue de protection serait condamnée à mort en seulement 4 heures. Sinistre constat. Même si la centrale ne fait plus la une des informations, la situation reste très inquiétante. Les chercheurs français ont mesuré le taux de radioactivité dans la zone interdite. Jean-Christophe Gariel, qui a dirigé ce travail, s'est déjà rendu 5 fois dans la région de Fukushima. Monsieur Gariel, bonjour. Bonjour. Comment se fait-il que l'IRSN, qui est un institut français, soit amené à effectuer des mesures régulières de la radioactivité dans la zone de Fukushima? Pour nous, il y avait 2 aspects. Le premier aspect, c'est aider nos collègues japonais, et on souhaite le faire dans la durée, en termes de caractérisation de la radioactivité autour de la centrale de Fukushima. Et le deuxième intérêt est le retour d'expérience d'une telle situation. On imagine bien que si un incident ou un accident nucléaire se déroulait en France, on aurait à faire une caractérisation de l'environnement et on utiliserait les techniques que nous avons utilisées au Japon. Et comment est-ce qu'on fait une telle campagne de mesure? Alors pour une telle campagne de mesure, on va utiliser plusieurs techniques. Si on souhaite faire une caractérisation ponctuelle de la contamination des sols, eh bien, on va utiliser ce type de dispositif. C'est-à-dire on prélève un échantillon de sol grâce à ce dispositif. On emmène l'échantillon dans un laboratoire et on va mesurer la radioactivité contenue dans cet échantillon. Si maintenant on souhaite caractériser la contamination du sol sur un territoire plus étendu, à l'échelle, disons, de la centaine de mètres ou du kilomètre, on va utiliser ce type de dispositif. Ce dispositif, c'est un spectromètre gamma qui permet d'évaluer le rayonnement gamma qui est émis par le sol et les radionucléides qui sont contenus dans les sols. Ce spectromètre gamma est monté sur un quad qui va parcourir le sol, ce qui va permettre d'obtenir une cartographie précise de la contamination du sol. Si maintenant on s'intéresse à des surfaces beaucoup plus importantes, par exemple de l'ordre de 20 à 30 km autour de la centrale de Fukushima, on prend le même type de dispositif que l'on va placer dans un avion qui va parcourir la zone de manière régulière et ça nous permettra d'avoir une cartographie à l'échelle de la dizaine de kilomètres de la contamination du sol. Vos collègues nous ont déjà proposé de tester ce matériel un peu particulier, en fait, sauf l'avion. Ça exactement, c'est notre émission dans Zenius. Émilie, tu préfères quoi? Une petite pelle facile à manier ou le gros quad? Je crois que je vais te laisser le quad. Je t'adore. Alors, on y va. Ok. Ah, c'est une technique, hein. Et maintenant, direction le laboratoire.
Donc ici, on a mesuré que la radioactivité naturelle, mais à Fukushima, quels résultats avez-vous trouvé là? Si on compare à ce que nous avons mesuré ici, on aurait des niveaux de radioactivité qui, dans les zones les plus contaminées, seraient de l'ordre de 100 à 300 fois plus. Ce qui est énorme. Ça représente quel risque pour l'homme et pour la nature? Alors, en ce qui concerne l'homme, ça présentera le risque potentiel d'augmentation du taux de cancer sur le long terme. En ce qui concerne la nature, plusieurs difficultés. Si on peut décontaminer, et c'est le cas des parcelles agricoles, le cas des villes, on arrive à régler le problème. Mais pour certains compartiments particuliers, comme la forêt, ça va poser un problème à très long terme. Alors la raison en est la suivante. La forêt agit comme un réservoir à césium qui recycle en permanence le césium, qui s'est déposé sur les feuilles. Les feuilles sont tombées, ça a généré une litière. Cette litière a relâché du césium qui pénètre dans le sol, qui est absorbé par les racines des arbres. Ça remonte dans l'arbre, ça revient dans les aiguilles et les feuilles, et ainsi de suite. Donc il y a un cycle du césium sur le long terme. Travailler en zone rouge, c'est vraiment normalement un accès interdit. En tant que scientifique, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là? Alors j'ai eu l'occasion effectivement de traverser la zone rouge. C'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant, puisque on voit les conséquences d'une telle catastrophe avec ces villages abandonnés, ces cultures abandonnées. Et j'avais eu l'occasion d'aller à Tchernobyl, on retrouve un petit peu ce sentiment-là. Merci beaucoup. Merci, merci. Les conséquences de l'accident nucléaire restent donc très préoccupantes et la région est marquée pour longtemps. Fukushima a donné une preuve supplémentaire de la fragilité des installations. Il y a une dizaine d'années, une centrale française a connu un incident qui a de curieux points communs avec cette catastrophe. Le site retenu pour les 4 réacteurs semblait réunir les conditions idéales. Située au cœur d'un marais de l'estuaire de la Gironde, à 60 km de Bordeaux, la centrale du Blayais, l'une des plus grandes de France, a été mise en service en 1981. Tout se passe pour le mieux jusqu'en décembre 1999. La tempête qui balaie la France soulève de violentes vagues dans l'estuaire. La centrale est inondée et la population des alentours n'est pas avertie de la gravité de la situation. On nous a dit qu'on avait frôlé la catastrophe, mais quelle catastrophe? Voilà. Donc que certaines digues avaient un peu cédé, à ce que je me souvienne, que l'eau avait commencé à envahir un peu la centrale, mais quoi dans la centrale? La politique d'information rappelle celle de Fukushima. Les habitants n'ont appris que plus tard qu'une alimentation électrique avait été interrompue par la chute d'un arbre, par exemple, et que des pompes de refroidissement s'étaient bouchées. Monique Senet, physicienne nucléaire et présidente du GSIEN, le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, a analysé ces événements qui ont failli tourner au drame. Au Blayais, par chance, les diesels ont démarré, pas tous, mais suffisamment pour soutenir quand même la probabilité, le fait que le réacteur puisse quand même se refroidir. Et ils ont pu effectivement, parce que les réacteurs français sont différents des réacteurs japonais, et il est possible de les refroidir par les générateurs de vapeur. Et donc c'est ce qui s'est produit. On a pu continuer à faire un peu fonctionner le réacteur grâce aux diesels qui sont partis et grâce aux générateurs de vapeur. Donc on a pu arrêter, refroidir. Le temps, ça a duré quand même 37 heures. Et ça a été très long parce que le site n'était plus accessible et donc on ne pouvait pas relever les personnes qui travaillaient à l'intérieur. Un jour ou l'autre, une autre tempête se produira, plus violente peut-être, et une autre crue du siècle, au Blayais ou ailleurs. Suite à cet incident,
la protection contre les inondations a été contrôlée dans toutes les centrales françaises et renforcée dans certains sites. 19 centrales nucléaires et 58 réacteurs sont répartis sur le territoire. Située sur un canal du Rhin, la centrale de Fessenheim est la plus ancienne. Si l'Alsace est à l'abri des tsunamis, depuis quelques années, les crues du Rhin ont augmenté de façon inquiétante. Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, n'est qu'à 32 km de Fessenheim. Si la centrale était inondée, la France ne serait pas le seul pays concerné. Il faudrait qu'il y ait effectivement une rupture du Grand Canal, parce qu'à ce moment-là, effectivement, le site étant une dizaine de mètres en dessous, c'est clair que le Grand Canal va inonder le site. Alors, il y a effectivement des digues, etc. Mais ce qui a été demandé, tout de même, cette fois-ci, à cause de Fukushima, c'est de ne pas chercher à savoir si la perte d'électricité, la perte d'étanchéité, tout ça, ça allait pouvoir arriver. On se dit, si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire pour éviter les problèmes ? Suite à Fukushima, l'Union européenne a décidé de soumettre toutes les centrales à un test de résistance. L'examen a porté sur 145 réacteurs dans 15 pays. La question qui se pose, une catastrophe comparable à celle de Fukushima peut-elle se produire en Europe? Regardons les résultats des tests. Le test de résistance de l'Union européenne visait à évaluer la protection des centrales contre les catastrophes naturelles. Tremblements de terre, conditions météorologiques extrêmes et inondations. Et à vérifier l'existence de mesures et de plans appropriés en cas d'urgence. Autrement dit, comment les centrales sont-elles équipées pour faire face au pire des scénarios, la fusion d'un réacteur, comme dans cet exercice de simulation. Une catastrophe qui s'est produite à Fukushima et qui peut arriver partout. Une panne du système de refroidissement peut provoquer la fusion d'un réacteur dans toutes les centrales actuellement en service. Pour parer au pire, le système de refroidissement doit donc pouvoir fonctionner dans toutes les circonstances. Car même après l'arrêt d'un réacteur, les barres de combustible continuent de dégager une chaleur considérable. Pour les refroidir, il faut de l'eau, un circuit en état de marche et de l'électricité pour le faire fonctionner. Le test a vérifié si les centrales possédaient plusieurs systèmes de refroidissement, s'ils étaient protégés en cas de catastrophe et s'ils fonctionnaient indépendamment les uns des autres. L'Allemagne a obtenu d'assez bons résultats. Toutes ces centrales ont été contrôlées, mais les plus vieux réacteurs, avec les plus mauvais résultats, sont désormais hors service. Ils ont été arrêtés après Fukushima. Les centrales restantes ont surtout besoin d'améliorer leur plan d'urgence. Les instructions destinées au personnel ne sont pas assez claires. Un problème qui s'est également posé à Fukushima. En cas d'accident dans une centrale, il y a évidemment une certaine panique. Personne ne sait exactement ce qui a lâché et ce qui fonctionne encore. On ne peut jamais vraiment bien s'entraîner pour ce genre de situation. Il est donc capital de prévoir les consignes à suivre, pour utiliser tous les moyens possibles pour relancer le circuit de refroidissement ou l'alimentation électrique. Les experts de la Commission européenne ont constaté d'autres défauts. Les plus importants, premièrement, une protection insuffisante contre les catastrophes naturelles. Les centrales de 6 pays sont concernées, presque toutes celles de la France, quelques-unes en Allemagne. Deuxièmement, absence de second système d'alimentation électrique indépendant, une défaillance relevée dans la plupart des centrales de ces 6 pays. Troisièmement, pas d'alimentation de secours en eau pour le refroidissement. Les centrales de 12 pays sont concernées, toutes celles de la France, quelques-unes en Allemagne. Quatrièmement, absence de centres de crise séparés ou de dispositifs essentiels de protection contre les fuites de radioactivité. C'est le cas dans 13 pays européens, dont la France.
Les États ont proposé des plans d'action pour résoudre ces problèmes. Mais au final, chacun est libre de tirer les conclusions des tests et de décider des mesures à prendre. En France, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui conseille les autorités pour le test de résistance, y compris pour ce qui est des résultats et de leurs conséquences. Nous sommes en compagnie de Thierry Charles, directeur de la sûreté nucléaire au sein de l'IRSN. Bonjour. Bonjour. Monsieur Charles. Bonjour. Quelles sont les conclusions de ces stress tests pour les centrales nucléaires françaises? Est-ce qu'elles sont suffisamment robustes pour résister à un risque de catastrophe naturelle? Les installations françaises ont une robustesse par rapport aux agressions extrêmes, mais on veut renforcer leur comportement à, finalement, des pertes de courant, à des systèmes de perte de refroidissement. Et de ce point de vue-là, la réponse française, c'est de dire on va définir ce qu'on appelle le noyau dur, c'est-à-dire un ensemble d'équipements qui, pour des agressions extrêmes, donc un niveau d'eau important qui dépasse ce qui était prévu, des niveaux de séisme qui dépassent ce qui était prévu, des pertes d'eau inimaginées finalement, on est dans l'installation des équipements, des sources d'eau, des sources de courant, des pompes, ainsi de suite, qui permettraient d'éviter des rejets importants dans l'environnement en un tel cas. Il faut parler de Fessenheim, la centrale la plus vieille de la France, peut-être aussi la plus problématique, est située jusqu'à la frontière franco-allemande. Et en interprétant les résultats de la test, on est plus sévère en Allemagne qu'en France. Comment est-ce que c'est possible? On va dire très simplement qu'en France, l'objectif n'a pas été de comparer un réacteur par rapport à un autre. L'objectif a été de voir quel était leur comportement par rapport aux agressions externes. Et comme vous l'avez vu finalement, l'objectif était de définir des améliorations au sens de mettre en place le noyau dur, et le noyau dur est le même pour tous les réacteurs. Donc l'objectif maintenant, qu'a l'exploitant EDF, ça va être de montrer pour tous les réacteurs qu'il peut atteindre cet objectif-là. Et donc maintenant, les travaux dont on a parlé tout à l'heure doivent être définis pour tous les réacteurs, dont Fessenheim. Et comment la marge d'interprétation peut différer entre la France et l'Allemagne? Tout dépend des critères qui ont pu être retenus en Allemagne. Je n'ai pas le détail de ce qui a été fait en Allemagne. En France, ce qui est clair, l'objectif a été de regarder par rapport aux différentes agressions, quels étaient le comportement des installations. Donc ça a permis de conclure, donc la SN française, l'autorité française a conclu qu'il n'y avait pas de raison d'arrêter des installations pour des raisons de mauvais comportement par rapport aux agressions extrêmes, mais dans la démarche française, l'objectif est de dire, mais de toute façon, on va mettre en plus ce système de noyau dur qui sera dimensionné à un niveau d'agression plus élevé de toute façon. Mais quand même, le président, M. Hollande, il a promis que Fessenheim fermerait en 2016. Donc est-ce que la sécurité là va être renforcée? Eh bien, actuellement, il y a une position politique d'arrêter Fessenheim à l'horizon de 2016. Dans l'attente, EDF doit respecter les prescriptions de l'autorité et faire les travaux nécessaires. C'est pas si souvent que les autorités nucléaires françaises donnent des directives aussi strictes à EDF. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait quand même un petit peu s'inquiéter? Non, c'est la démarche classique. Vous savez, tous les 10 ans, il y a ce que l'on appelle le réexamen de sûreté qui est fait pour toutes les installations françaises, dont les réacteurs. Et à chaque réexamen, l'objectif, c'est de renforcer la sûreté. Il y a un plan de travaux qui est défini, proposé, donc des objectifs sont fixés par l'autorité, l'exploitant propose des moyens d'atteindre l'objectif, et ensuite, il doit faire les travaux. Donc c'est la même démarche, sauf cette fois, elle est plus importante, puisqu'on a atteint la durée de conception initialement visée, mais ça ne veut pas dire que l'installation est terminée, ça veut uniquement dire que là, il faut un examen complémentaire, savoir ce que l'on veut pour aller plus loin, et après, c'est à l'exploitant de montrer qu'il peut l'atteindre. D'accord. Merci beaucoup. Merci, vous en prie. Comme d'habitude, tout semble être sous contrôle. Mais l'énergie nucléaire reste pourtant une technologie que nous ne maîtriserons probablement jamais jusque dans ses moindres détails. Et la catastrophe de Fukushima a montré que tout est possible, même l'impensable. C'est pourquoi il est si important d'identifier les points faibles et d'étudier ces accidents pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Nous sommes tous concernés, car les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières.